Bonjour, Bonjour à bonjour. tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Emmanuelle Lucaso, je suis la directrice éditoriale du primaire chez Bordas et je suis accompagnée pour ce webinaire de Catherine de Vulpillère et de Jill Cairns que je vais vous présenter. Mais tout d'abord, laissez-moi vous dire que nous sommes très heureuses d'être là aujourd'hui pour vous parler des modules numériques espace et géométrie de la collection Les maths avec Léonie. Donc la collection Les maths avec Léonie, elle est présente sur tout le cycle 2. Le cycle 3 est en préparation. Vous connaissez certainement les cahiers de l'élève et les livrets de jeux de cette collection axés sur la manipulation, mais peut-être moins les modules numériques consacrés à la partie espace et géométrie. Alors certes, c'est une partie du programme qui représente un challenge souvent moins grand que celui de la numération au cycle 2, mais il est important de bien poser les bases de l'enseignement de la géométrie en travaillant les notions de repère et de direction, puisque ça facilite ensuite les apprentissages des élèves dans tous les domaines de la géométrie, que ce soit la géométrie plane ou les volumes. Donc, ces modules numériques que nous vous proposons sont le fruit d'une collaboration très fructueuse entre les éditions Bordas et une des plus grandes startups de l'EdTech française qui s'appelle Evidence B et qui est spécialisée dans la conception de modules d'apprentissage adaptatif du primaire jusqu'au lycée. Donc pour vous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine de Vulpillère, qui est la cofondatrice d'Evidence B et la directrice de l'innovation chez Evidence B, et Jill Cairns, qui est la directrice marketing d'Evidence B. Et à ce titre, elle est également chargée du développement des usages numériques avec la communauté enseignante. Donc elles vont vous présenter les modules et leur fonctionnement. Et donc je vais leur laisser la parole. Mais avant ça, je dois juste vous dire qu'un temps d'échange est prévu à la fin de la conférence. Donc vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions pendant la présentation sur le fil de discussion qui est à votre disposition. Et nous y répondrons à la fin. Voilà. Et bien, je vous souhaite un très bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure. Je laisse la parole à Jill Cairns. Non, à Catherine. Pour commencer. Très bien. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis la cofondatrice d'Evidence B et je vais vous parler pour commencer de ces modules, espace et géométrie. Et je vais vous présenter le plan de notre intervention. Alors peut-être avant, effectivement, voilà, je vais présenter le plan. Donc nous allons évoquer ensemble, effectivement, pour compléter ce qu'a dit Emmanuel, finalement la manière, l'approche pédagogique que nous avons à travers ces modules et pour quelles raisons finalement faciliter, travailler la question de l'espace et des repérages dans l'espace permet de faciliter l'apprentissage des notions de la géométrie en partant des capacités innées de l'élève. Ensuite, je donnerai en effet la parole à Jill pour qu'elle puisse expliquer la manière dont, à travers des algorithmes, on peut mettre en place dans ces ressources une pédagogie différenciée et de quelle manière, enfin, cette ressource permet aussi de faire des retours d'informations utiles aux enseignants. Alors, en effet, pour revenir sur le fond pédagogique de cette approche pédagogique, ce sont des modules qui ont été co-construits par un chercheur en sciences cognitives, spécialiste de l'espace, Roberto Cassatis, dont sur les recherches duquel je vais revenir dans un instant, et par un enseignant, Bruno Nibas, qui a été directeur de l'école élémentaire d'application de Châteaudun à Amiens. Roberto Cassati, qui est donc chercheur au CNRS, spécialiste des questions d'orientation et qui dirige l'Institut Jean Nicot, qui est lié à l'École normale supérieure d'Ulm. Roberto Cassati donc fait des recherches depuis toujours sur la manière dont l'humain s'oriente dans l'espace. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'humain, comme toutes les espèces finalement, a un sens inné de l'orientation et que chez l'humain, ça s'appuie en fait, ce sens inné de l'orientation, sur des repérages visuels d'éléments saillants dans notre environnement. Donc quand nous arrivons quelque part, nous repérons tout de suite s'il y a un escalier, une porte, ou si on arrive dans une ville, une tour, etc. Et c'est à la faveur de ces éléments-là que nous nous repérons. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que renforcer dès l'enfance, dès les plus petites classes, ce sens inné de l'orientation est absolument essentiel. Ça permet de passer des actions dans l'espace, ce que tout enfant sait faire,
à la pensée de l'espace, donc qui est le propre de la géométrie. Donc on voit bien qu'il y a là une progression, et c'est dans cette progression que nos modules s'inscrivent. C'est-à-dire qu'on est là dans ces jeunes années encore des élèves, pour les faire passer de ces actions dans l'espace à la pensée de l'espace. Parce que c'est en effet à partir de cette pensée que l'élève pourra avoir accès, déjà dès le CE1, le CE2, mais même au-delà, au concept abstrait de la géométrie. Alors, je vais prendre un tout petit exemple très rapide, qui est la question des... oui, 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 voilà. Donc, qui est la question effectivement des triangles et des détours. Alors, quand on est dans la vraie vie et qu'on veut aller d'un point A à un point B, on peut y aller directement, ou on peut passer par un point C. Quand on passe par un point C pour aller vers le point B, en fait, ce qu'on a dessiné, c'est un triangle. Et c'est bien par cette expérience fondamentale, en fait, de notre corps dans l'espace, qu'on construit, sans donner tout de suite le nom à ces concepts, qu'on construit les concepts mathématiques de la géométrie. Donc voilà, Gilles est passé à la slide effectivement qui signale cet aspect-là. Donc je pense qu'on peut sans doute voilà, arriver à la suite. Et donc effectivement, moi je vais partager maintenant une petite démo pour vous montrer comment tout cela s'articule en fait et s'illustre en fait dans les modules dont parlait tout à l'heure Emmanuel. Alors, donc là, voilà, je pense qu'on voit mon écran. Voilà, alors on rentre ici dans la ressource. Alors, la ressource que nous développons avec Bordas a deux parcours, le parcours enseignant et le parcours élève. Alors, bien entendu, le professeur ne voit pas la même chose que ses élèves. Le professeur, lui, il est dans cet espace que je suis en train de vous montrer pour la facilité de la démonstration, pour avoir un accès plus facile finalement aux différentes activités. Gilles vous parlera ensuite de la personnalisation des parcours, et c'est bien ce deuxième aspect qui apparaît pour l'élève. L'élève, lui, il arrive dans un espace où justement il a accès à la suite des exercices finalement qu'il fait à travers l'intelligence artificielle. Donc là, ce que vous voyez là, c'est vraiment l'espace professeur. Donc, dans cet espace professeur, il y a trois blocs principaux. Le bloc des modules, c'est celui-là dans lequel on va entrer. Il y a un bloc de tableau de bord, on reparlera de Gilles après, et puis un espace pédagogique. Donc là, ce à quoi on va s'intéresser tout de suite, c'est aux modules. Donc effectivement, la manière dont s'organise la table des matières de cette ressource est la suivante. Il y a un test diagnostique pour commencer. On reparlera de sa fonction tout à l'heure. Et puis, on a ensuite développé 7 modules progressifs, du 1 donc au 7, qui justement permettent de passer au rythme dont les élèves ont besoin, mais qui permettent de passer des notions de plus bas niveau, d'une certaine manière, qui sont les plus innées, les plus intuitives, aux notions les plus avancées par rapport à cette question des repérages dans l'espace. Alors, donc, chaque module, on va commencer par le module 1. Je ne vais pas tous les passer en revue, mais scander la démo par trois moments principaux. Mais avant de vous expliquer en quoi consiste le module 1, cette première étape de la ressource, juste mentionner effectivement comment s'organise chacun des modules. Chaque module se divise en plusieurs activités progressives. Les modules sont progressifs et les activités elles-mêmes au sein d'un module sont progressives. Et au sein d'une activité, il y a plusieurs exercices qui sont ici symbolisés par des images, mais dans une image, vous verrez qu'il peut y avoir plusieurs questions, plusieurs exercices. Donc en tout, il y a plus de 350 exercices dans chacune de ces ressources. Il y a la ressource CE1 et la ressource CE2, donc en tout, ça en fait 700, mais voilà, par niveau de classe, ça fait 350.
Alors, pour revenir à ce module 1, il s'agit dans un premier temps de s'appuyer justement sur cette compétence tout à fait innée de l'enfant, puisqu'il s'agit de travailler la notion de direction spatiale. Cette notion de direction spatiale dans la vraie vie, j'allais dire, c'est notre corps qui nous permet de pointer en direction d'objets. Et finalement, à travers la ressource numérique, c'est ce qu'on reproduit, puisque l'élève va se retrouver dans la position de la petite grenouille, hein, de Léonie, et à travers cette position-là, il va pouvoir justement pointer. Alors, effectivement, l'humain, le corps, c'est pas exactement la même chose qu'un avatar numérique, mais on a toujours adopté le point de vue finalement de l'élève, hein, celui qui est derrière son écran. Et aujourd'hui, c'est bien documenté que le décalage n'est pas énorme et qu'on peut vraiment entretenir, renforcer cette notion de direction spatiale à travers justement cette ressource, ce type de ressources numériques. Donc, pour balayer, et puis ensuite, je vais montrer un petit peu comment ça à travers quel gameplay ça peut se manifester. Alors, il y a une première activité qui permet de nouer connaissance, de renouer connaissance avec les personnages de la collection papier, hein, et des cahiers. Mais ensuite, le cœur du dispositif se situe entre les activités ici 2 et 5. 4 activités progressives, non, même 6, excusez-moi, parce que ça va jusqu'à la 6. 5 activités progressives qui permettent d'abord d'aller travailler, de vérifier que les élèves maîtrisent le vocabulaire spatial. C'est le préalable à tout le reste. Donc, il y a, je vais vous donner un petit exemple à travers voilà, cet exercice-là, qui en comporte lui-même, qui comporte 4 questions. Donc là, on vérifie tout au long de cette activité 1 que les notions de droite, de gauche, en dessus, au-dessous, etc. sont maîtrisées. Dans ce premier objectif, c'est toujours du point de vue de l'élève. Hein, la notion de droite et gauche est abordée autrement, comme prémisse finalement de la symétrie dans un objectif ultérieur. Donc là, on demande à l'élève d'observer une image et on lui demande d'indiquer si ce qui est affirmé est vrai et faux en cliquant sur la réponse de son choix. Donc c'est vraiment là un QCU tout à fait normal. Sur l'image, la colle est à droite du cahier, donc on va tous remarquer que c'est vrai. L'élève clique et il a la réponse. On passe à la question suivante. Sur l'image, la gomme est à gauche du cahier. Là, c'est faux. Je vais répondre vrai exprès. Et on va me dire que oups, la bonne réponse est faux. Et on continue ainsi. Alors, peut-être mentionner d'entrée de jeu que... Alors, je vais passer à la question suivante. Là, on me demande de vérifier si la règle est à droite de la colle. Donc... la règle n'est pas à droite de la colle, donc je vais indiquer que c'est faux et je vous montre également, j'espère que vous faites entendre plus spécifiquement, que toutes les consignes sont oralisées. Donc voilà, normalement. Observe cette image. Indique si ce qui est affirmé est vrai ou faux en cliquant sur la réponse de ton choix. Sur l'image, la règle est à droite de la colle. Vrai. Faux. Voilà, donc là, la règle est à droite de la colle, c'est faux. Voilà, donc j'ai bien répondu à la question. Voilà, alors une petite mention sur les feedbacks. Dans ce questionnaire-là, il s'agit d'entraîner effectivement, il n'y a pas d'explication à donner sur la droite ou la gauche. Il s'agit de vérifier que la maîtrise est acquise, la notion est acquise ou pas. Gilles parlera tout à l'heure des tableaux de bord. Le professeur est alerté s'il y a au fil des questions finalement quelque chose qui montre que l'élève ne maîtrise pas du tout. Hein. C'est pas la première alerte que le professeur est alerté, mais en réalité, voilà, il y a cette alerte qui est donnée malgré tout au bout d'un certain temps. Et donc, le feedback ici est un pur feedback évaluatif qui va indiquer à l'élève si sa réponse est juste ou fausse. Il y a dans d'autres modules de la ressource des feedbacks qui jouent un rôle bien plus important. Et donc là, on a vraiment distingué des typologies de feedback. Alors, si je retourne à la liste des activités, après avoir testé, justement, après avoir vérifié que l'élève maîtrise bien ce vocabulaire spatial, c'est là où on entre dans la spécificité finalement de ce qu'on apporte à travers 4 activités successives où il s'agit de faire repérer à l'élève d'abord des éléments proches et visibles. Hein, c'est une capacité, on pointe normalement avec le doigt et là l'élève va pouvoir le faire à travers la ressource, je vais vous montrer dans un instant.
pour aller ensuite vers des éléments lointains et visibles. Et puis ensuite, capacité de l'élève à repérer des éléments proches, mais qui deviennent invisibles, parce que même quand on est quelque part et qu'on a repéré d'abord un élément, si cet élément n'est plus visible après, on est encore capable d'indiquer sa direction, et ça c'est une compétence très importante. Et puis ensuite, repérer des éléments lointains et invisibles. Donc je prends un exemple rapidement. Ici, on demande à l'élève d'observer l'image et de pointer en direction de l'élève qui est sous la table. Donc ici, il s'agit de Gabriel, voilà, et j'ai bien répondu. De la même manière, alors voilà, donc il y a toute une série de questions qui vont aller dans ce sens-là, et donc je vais vous montrer ce qui se passe dans la dernière activité, repérer des éléments lointains et invisibles. Ici, donc, on a scénarisé, Léonie est à la plage avec ses amis, elle est allée se baigner, on demande à l'élève de cliquer sur « Commencer » pour observer la scène un instant, c'est ce qui se passe dans la réalité, on observe son environnement. Un rideau tombe, l'élève a observé son environnement, l'environnement décrit ici, et arrive la question, pour l'aider à retrouver ses affaires, clique sur la flèche qui pointe en direction du parasol jaune. Le parasol jaune était un élément saillant de l'environnement, et donc je vais cliquer ici, et je vérifie qu'il y a cette compétence qui est acquise d'aller pointer en direction d'un élément qu'on a vu, qui a disparu et qu'on est encore capable de montrer après. Tout ceci, finalement, travaille dans cet objectif 1, la capacité de l'élève, finalement, à se repérer dans l'espace à travers la notion de direction et par rapport, d'une certaine manière, à son corps. Alors, je vais revenir à la liste des modules pour vous montrer ce qui se passe. Bon, après, il y a une progression, et notamment le module 2 permet de faire un travail aussi de repérage dans un environnement 3D que nous avons développé. Et je vais vous montrer ce qui se passe au mi-temps finalement de cette ressource dans le module 4, où il s'agit là de pousser une compétence plus avancée. Il s'agit pour l'élève d'aborder la notion de représentation de l'espace. On est donc dans un moment tout à fait crucial où on passe finalement de la 3D, qui est au fond la dimension de notre univers, à la 2D. Donc c'est un module qui va permettre de travailler sur les notions de représentation, sur les notions de carte, et de faire manipuler par l'élève ces compétences-là. Alors, donc là aussi, on a une progression en 4 activités. Il s'agit d'abord de travailler à partir de cartes et puis de photographie aérienne pour faire le va-et-vient entre, au fond, la carte qui représente la 2D et la photo aérienne qui représente la 3D. Et puis, dans les activités 3 et 4, il s'agit là de faire manipuler par l'élève ces éléments-là. Donc, de manière peut-être un peu contre-intuitive, mais là, c'est bien le chercheur qui a insisté sur cet ordre-là, il faut commencer par donner à l'élève des éléments en 2D et de lui demander de travailler sur la 3D, parce que c'est plus facile pour lui. Et ensuite, on lui donne l'élément en 3D et il travaille sur l'élément en 2D. Donc là, il y a une progression qui est vraiment tout à fait importante. Donc ici, on va donner à l'élève des plans. Alors là, on est en CE1, donc la thématique, c'est l'école, autour de l'espace et de la géométrie. Donc ce sont des plans d'école dans l'environnement et l'élève doit repérer à quelle carte satellite correspond ce plan qui est donné ici. Donc c'est ici la bonne réponse. Bon, j'ai cliqué sur la bonne photographie aérienne. Ici, j'ai une autre école et donc je regarde et je fais la correspondance avec la photo. Je vais mal répondre volontairement. Et là, on m'indique que ma réponse ici est fausse et que la bonne réponse était celle-ci. Et l'élève est amené à observer effectivement pourquoi c'était la bonne réponse. On a, Jill reparlera de l'IA derrière, des algos, on a un algo qui est capable de vérifier, de voir si l'élève regarde ou pas, observe, le temps en fait qu'il met observer, et on fait des retours au professeur, on fera, en tout cas c'est en développement, des retours au professeur. Ah, on ne voit pas, vous ne voyez pas à l'écran? D'accord, depuis quand en fait? Ok, d'accord. Alors, peut-être qu'il y a un temps de latence. Est-ce que le module 4 aujourd'hui est visible? Enfin, alors là, nous voyons la question 2. D'accord. Observe ce plan. Clique sur la vue satellite. Oui, c'est que je suis allée un peu vite. Je n'ai pas attendu peut-être que vous ayez vous le... donc, bon, je vais faire du coup la question suivante. Voilà, ça va permettre d'ajuster. Donc là, on a
une école, à nouveau un plan, il faut faire la correspondance avec l'école qui est représentée à droite. Et donc voilà, ici, bravo, tu as bien répondu à la question. J'en fais encore une puisqu'il y avait ce décalage. Donc effectivement, là, je vais à nouveau mal répondre volontairement. Voilà, et l'élève, comme je disais à l'instant, va pouvoir observer pourquoi finalement, s'il le souhaite, hein, si jamais eh bien, il n'observe pas suffisamment, c'est aussi par l'itération, une itération qui est vraiment adaptée à chaque élève. Encore une fois, hein, l'élève qui maîtrise très bien, rapidement, lui proposera évidemment une autre activité. Donc, je vais passer toujours dans ce module 4 consacré au lien hein, entre finalement la représentation de l'espace et puis l'espace, c'est-à-dire entre la 2D et la 3D, à la toute dernière activité du module, où il s'agit justement de faire le lien, de permettre à l'élève de manipuler ces deux dimensions. Et cette fois-ci, comme c'est l'activité la plus avancée du module, on va lui donner, donc là, je ne sais pas si vous voyez déjà, voilà, on va lui donner à droite la représentation en 3D et on va lui demander de travailler dans la 2D. Et on est bien là au niveau le plus difficile, comme je l'expliquais il y a un instant. Donc, il s'agit tout simplement d'aller faire le lien entre cette représentation-là, hein, en perspective, et puis cette représentation sous forme d'un plan et d'une vue de dessus de la classe. Donc, il y a ici deux personnages. Donc, il faut bien les placer au bon endroit. C'est un système de drag and drop. Je prends le petit personnage, je vais le mettre devant la porte. Alors, il y a une zone de tolérance qui a été développée hein, pour que ce ne soit pas au millimètre près. On est qu'au CE1. Et là, on voit bien que la deuxième petite élève est derrière cette table, ici. Je valide. Voilà, et j'ai la bonne réponse. Je refais un exemple avec cette fois-ci 3 personnages. Alors, vous le voyez, il y a en tout 10 exercices ici qui sont proposés à l'élève dans cette dernière activité. Et encore une fois, l'élève qui, au bout de quelques réponses, c'est l'algorithme qui le perçoit et qui le calcule, a de bonnes réponses, finalement, on n'insiste pas, on considère que c'est maîtrisé. L'élève, en revanche, qui a besoin de continuer à itérer, va continuer à s'entraîner. Donc ici, par exemple, ce petit personnage, je le mets là sur le tapis, et puis celle-ci est bien derrière la bibliothèque. Par contre, dernier des personnages, je me trompe, et puis je ne me rends pas compte que c'est entre ces deux tables, mais je la mets ici, ce qui peut parfaitement arriver. Et là, on m'indique que ma réponse était mauvaise et qu'on me remet bien au bon endroit pour que là encore, je puisse observer. Hein, c'est l'observation ici, les feedbacks sont très importants, cette observation finalement entre l'image de droite, la représentation de droite en 3D et puis celle de gauche. Voilà. Alors, si je reviens à cette table des matières, je vais passer à un dernier moment. Alors, je n'insiste pas pour vraiment laisser le temps des échanges et puis de la suite de la démo sur un module quand même assez important qui est lié à la pensée de l'espace à l'action dans l'espace, qui est justement ce module où l'élève apprend que ma droite n'est pas la droite de mon voisin d'en face, c'est même le contraire. Et là, il y a à nouveau une progression sur l'intérêt de laquelle j'attire votre attention. Mais je vais aller vers le tout dernier moment de ces modules, module 7, savoir s'orienter et naviguer dans un espace. Alors, ce qui est poussé ici, c'est quelque chose de très particulier, hein, qui est documenté aujourd'hui par la recherche de Roberto Cassetti et de son laboratoire, bien entendu, qui est que nous avons en quelque sorte dans le cerveau une espèce de GPS hein, qui est intégré. C'est Roberto Cassetti est quelqu'un qui regrette beaucoup en fait l'éruption des GPS extérieurs à l'humain parce qu'effectivement nous ne sommes plus amenés à travailler et à renforcer cette espèce de GPS intérieur qui fait que quand nous arrivons dans un espace, non seulement nous nous repérons à travers des éléments visuels, mais grâce à ça, nous construisons concomitamment une carte mentale dans notre tête. Ce n'est pas du tout la carte mentale logique, hein, c'est vraiment une carte intérieure, en fait, ce qui fait que nous sommes capables de nous repérer à partir du moment où nous sommes allés déjà à un endroit et nous sommes capables de retrouver au fond un chemin, c'est parce que nous avons construit cette carte mentale. Alors, ce que nous avons ici, nous avons toute une série à nouveau d'activités hiérarchisées et ce que nous avons fait, ce sont des petites vidéos dans lesquelles, à partir d'un univers, hein, qui est aussi un univers évidence B, qui s'appelle KidsCode, et à partir duquel l'élève est amené à visiter finalement un espace
de la même manière, et on va lui poser des questions, et au travers de ces questions, il va construire déjà cette carte mentale. Cette carte mentale, c'est un chemin vers la conceptualisation, évidemment. C'est parce que nous avons cette capacité à intérioriser cet espace à travers la carte mentale que nous allons être capables ensuite d'aborder la géométrie, véritablement. Alors, je vous amène dans cette visite. Je pense que vous voyez la vidéo. Voilà, et donc effectivement, l'élève découvre un univers pas connu, une espèce de palais intérieur. Et à l'issue de cette visite, on va lui poser la question. Donc, on lui demande combien de portes est-ce qu'il a franchi avant d'arriver dans la dernière salle. Donc, ce n'est pas un exercice d'exactitude, c'est un exercice qui consiste à voir s'il a estimé finalement, s'il a construit cette carte. S'il l'a fait, il est capable de savoir qu'il n'a pas du tout franchi une porte. Il est capable de savoir qu'il n'en a pas franchi 5. Et donc, il va choisir 3 et ça va être effectivement la bonne réponse ici. Voilà un petit peu le parcours qui est permis donc à travers ces modules. Alors, je vais repasser la main. Oui, d'accord. Alors, effectivement, je vais montrer, avant de passer la parole à Gilles. Bon, vous avez ici, je suis entrée dans l'espace pédagogique de la ressource qui va donner une petite vidéo donc, de Roberto Cassati qui explique le principe. Il y a aussi la fiche pédagogique et la fiche mode d'emploi de l'ensemble des modules et le tableau de bord ici. Donc, qui permet d'aller voir, mais Gilles vous expliquera que ces tableaux de bord sont en cours d'évolution et je pense que ce qu'elle vous présentera et qui va être intégré prochainement vous intéressera également. Alors, du coup, je vais… je ne sais plus comment je passe… Voilà. Excusez-moi, je vais repartager. Ben oui, Catherine, vous voulez que je repartage avec Gilles? Oui, je veux bien. Je veux bien. Gilles, s'il vous plaît. Merci. Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce que je n'ai pas remis le… Là, c'est bon? Oui, oui. Oui. On coupe le son. Moi, j'ai mis mon invité. Bon, vous m'entendez? Oui, Gilles. Ok. C'est bon au niveau du son? On vous entend et on Donc, voit votre là, je vais maintenant que vous avez vu un aperçu de la richesse des activités qui sont proposées dans les modules d'espace et géométrie avec Léonie, je vais vous montrer parler un petit peu de comment fonctionne la personnalisation du parcours d'apprentissage. Donc, aujourd'hui, vous avez 2 élèves, l'élève rouge et l'élève jaune, mettons, qui vont entrer et passer leur test initial, qui donne justement suite à une analyse des données de leurs résultats et différents critères, temps de réponse, etc. On va les orienter dans le parcours d'activité. Donc, vous voyez que l'élève rouge va avoir un parcours qui est tout à fait différent de l'élève jaune qui a son parcours à elle. Donc, au fur et à mesure de la personnalisation du parcours, un algorithme qui est appelé Bandy-Manchot va en fait distribuer et proposer à chaque élève les exercices qui lui seront le plus utiles pour progresser, donc dans son apprentissage. Et en fonction de chaque résultat, ce choix d'activité est calculé en continu tout au long du parcours.
à la fin du parcours, donc quand l'élève arrive vers l'objectif, il y a un test final qui donne le point sur son avancement vers l'objectif en question. Ensuite, le professeur, le domaine du professeur qui est indiqué par le pointillé gris qui entoure les élèves, leur parcours, c'est un dashboard, un tableau de bord qui est proposé aux enseignants, donc ce que je vais vous montrer, qui renvoie des informations sur la progression des élèves dans les contenus. Donc aujourd'hui, dans les modules espace et géométrie, quand vous cliquez sur tableau de bord, comme Catherine l'a montré tout à l'heure, chaque professeur va être identifié avec son école, sa classe ou ses classes. Enfin, en primaire, généralement, c'est une classe, mais il peut y en avoir plusieurs. Donc, il sélectionne ou elle sélectionne la classe en question et les élèves, les 4 élèves, donc Diego, Yvonne, Claude et Joël sont affichés. Et ensuite, le professeur peut choisir le module pour lequel il souhaite regarder le travail des élèves. Donc ici, il s'agit du module 7, savoir s'orienter et naviguer dans un espace. Et on voit qu'il y a 26 questions de réaliser pour Diego qui est sélectionné sur la gauche avec, donc on voit que Diego a complété les activités 1 à 4, donc avec différents taux de réussite et un temps assez variable selon les activités. Donc, comme expliquait Catherine, ce tableau de bord est un outil pour le professeur et au travers différentes expérimentations que nous avons sur le terrain, justement avec des professeurs qui testent les modules de Léonie, espace et géométrie, nous mettons au point et nous réfléchissons sur l'amélioration de ces tableaux de bord. Donc, je vais partager avec vous, donc justement, ce vers quoi on aimerait aller. Donc, les tableaux de bord qui seront au service de l'enseignant et de sa stratégie de différenciation avec les élèves. Donc ici, par exemple, on peut imaginer, enfin, on est en train de mettre au point une vue groupe. Donc, où en fonction de l'objectif, donc expliquer son chemin, par exemple, le tableau de bord va afficher les différents groupes d'élèves qui ont des caractéristiques d'apprentissage similaires. Vous voyez que le groupe A qui est sélectionné avec l'élève Daya qui a sa place dans le groupe en bleu sur la gauche et à droite du graphique, vous avez les caractéristiques de ce groupe A. Donc, les temps de réponse qui sont supérieurs à la moyenne, le score moyen qui est inférieur à la moyenne de l'ensemble de la classe et un troisième caractéristique qui est en cours de définition. On indique donc les temps moyens, les temps de réponse, le score et le troisième caractéristique moyen. Et en sélectionnant l'élève, on peut voir où en est cet élève-là par rapport au groupe. On voit aussi que on renvoie des informations telles que le taux de réussite, le temps de réponse. Le troisième pourrait être des clics avant la validation ou combien de fois la réponse a été changée pour signifier au professeur une forme d'hésitation, par exemple. Donc, ce sont des choses que nous sommes en train d'étudier avec les chercheurs et sur le terrain. Ensuite, une autre vue dans notre tableau de bord au service de la différenciation. Donc, ce sera un tableau de progression qui montre l'ensemble des élèves dans la classe, l'ensemble des objectifs, donc des modules qui sont dans les modules espace et géométrie, donc avec objectif 1, 2, 3, 4, etc. Et vous voyez des pastilles rouges et vertes qui signifient une progression en hausse où un élève aurait levé une difficulté ou une progression qui est en baisse où l'élève a rencontré une difficulté de compréhension. Et en cliquant sur ces indicateurs, le professeur pourra
afficher la séquence d'activités en question, identifier exactement l'exercice de telle activité qui a posé, dans ce cas, le blocage. Et du coup, s'il clique, ce n'est pas montré à l'écran, mais quand il clique sur les exercices, il peut voir l'énoncé, la réponse de l'élève et bien sûr défiler sur l'ensemble des exercices qui sont dans la séquence. Donc ici, on va renvoyer les informations à l'enseignant sur le parcours personnalisé de chaque élève, parce que vous vous souvenez que chaque élève va faire des exercices différents en fonction de ses résultats. Donc, ça revient à synthétiser un ensemble de données. Si on imagine qu'un professeur donne 30 feuillets ou même 10 feuillets d'exercices différents à toute la classe pour une différenciation entre les groupes. Ensuite, le temps d'analyser et de reprendre et identifier les pics de ralentissement et ralentissement de progression, ce serait assez long. Donc, ça demanderait beaucoup de travail. Donc ici, l'avantage de cette vue, c'est de synthétiser les informations et permettre aux professeurs d'aller droit au but et justement approfondir sur différentes parties des parcours des élèves. Du coup, je pense que j'ai fini. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaiteriez nous poser? Je arrête le partage. N'hésitez pas à utiliser le module de questions pour poser vos questions. Bien. Est-ce qu'il y a des questions aussi concernant éventuellement la collection, les maths avec Léonie, de façon plus générale, si vous avez des questions aussi sur la collection. Moi, je ne vois pas de... Non, pour l'instant, nous n'avons pas de questions sur la méthode. D'accord. Ok. Bon, bah, ça veut dire que c'était tout super clair alors. Et en tout cas, très, très intéressant et ça donne, j'espère que ça va donner envie à nos utilisateurs de faire plonger leurs petits élèves dans ces supports numériques pour les préparer, les muscler pour la géométrie et dans tout leur parcours scolaire. Et les bons fondements, les bonnes bases. Je vous pose quelques questions, Emmanuel. Oui. Alors, je vous dis à l'oral. Oui. Est-ce obligatoire d'utiliser le manuel pour pouvoir utiliser les modules en ligne? Pas du tout. Pas du tout. Ensuite, ça peut vraiment être complémentaire à n'importe quelle méthode de maths. Y a-t-il un temps de mise en œuvre dans la réalité avec les enfants avant le passage à l'écran? Je peux peut-être répondre, Emmanuel. En fait, nous, les modules qu'on développe, c'est vraiment pour différents cas d'usage pour les enseignants. Donc, en fait, il y a des enseignants qui vont choisir d'amorcer ce chapitre sur l'orientation dans l'espace, voilà, par nos modules. Et à ce moment-là, ils décideront que c'est ça la mise en œuvre. Ou alors, au contraire, ils vont décider de faire des activités, justement qui sont indiquées dans l'espace pédagogique, des activités avec le corps d'une certaine manière, puisqu'ensuite on passe au numérique, des chauffements, des chauffements qui sont possibles. Il peut y avoir aussi le cas d'usage, évidemment, le professeur fait son chapitre et puis il se rend compte que des élèves maîtrisent mal les notions, voire le professeur fait des chapitres de géométrie et se dit que finalement, avec des figures, etc., et que finalement, peut-être, ce serait bon d'aller faire
ces modules avant de reprendre pour tel groupe d'élèves, tel élève, finalement, la notion. Donc, il y a vraiment tous les cas d'usage qui sont possibles, mais il y a des suggestions, en effet, d'échauffement, en quelque sorte, qui sont faites dans l'espace pédagogique et qui ont été formulées, co-formulées d'une certaine manière par le chercheur Roberto Casati et par Bruno Vivas, qui a travaillé à écrire chacun de ces exercices et du coup qui a imaginé différentes manières de les approcher. Voilà. Mais le professeur peut aussi décider de lancer l'élève. Il y a une autonomie aussi de la ressource si le professeur le souhaite. Si tu veux rajouter quelque chose. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait ça. On peut le concevoir vraiment comme un tremplin qu'on commence en tout début d'année pour pouvoir aborder les leçons ensuite de géométrie plus sereinement, ou bien les faire très ponctuellement, comme tu dis, suivant le temps qu'on veut y consacrer, suivant le temps, si on a le temps de faire des évaluations un peu diagnostiques en début d'année pour voir où en sont les élèves et pouvoir attribuer à chacun un temps de chauffe, comme tu disais, sur ces notions. Mais c'est vrai que ça permet ensuite ça leur permet ensuite d'être très à l'aise pour les apprentissages, pour les notions du programme de géométrie. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, on a une question qui nous demande, y a-t-il un manuel d'accompagnement pour les professeurs? Sur la partie des modules, j'imagine, parce que sur la partie des ENI, oui, manuel et manuel. Oui, il y a dans l'espace pédagogique, je suis allée assez vite tout à l'heure, voilà, il y a des éléments d'explication et puis voilà, je suis à disposition qui explique le parcours justement et la progression cognitive, disons. Oui, et puis bien sûr, pour les cahiers Léonie, comme tu le disais, Catherine, il y a un guide pédagogique pour la mise en place de la méthode Les maths avec Léonie pour chaque niveau, qui accompagne bien le travail sur le cahier. Voilà. Il y a une demande de précision concernant la question sur la réalité à vivre avant mettre les enfants sur les modules. Alors, la personne demande, est-ce qu'il est nécessaire de vivre des situations auparavant? Alors, ce n'est pas nécessaire du tout. Les modules, ils peuvent être vraiment faits de manière autonome puisque finalement la progression, elle tient compte de ça et de cette expérience. Si le professeur veut faire le rapport en amont avec le vécu corporel, on pourrait dire, ça ne nuit pas, au contraire, mais ce n'est pas nécessaire. C'est possible, ça, voilà, c'est précisément ce qui est suggéré dans l'accompagnement pédagogique, mais voilà, il n'y a pas de... L'élève, en fait, va être amené à, finalement, en faisant cette expérience numérique qui est assez proche de l'expérience du corps, il va être amené à... je souris parce que moi-même, c'est comme ça que je fonctionne maintenant, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, ayant fait évidemment toutes les activités, je vois bien que je fais le rapprochement en fait, des situations de la réalité. Donc c'est ce va-et-vient aussi entre le numérique et puis le réel qui est tout à fait frappant. Donc ça, c'est pas forcément avant. Et justement, l'objectif, c'est bien que l'élève, tout à coup, conscientise. Il y a une conscientisation aussi. C'est vraiment ce travail-là qui est renforcé, en fait, qui est mené dans les modules. L'élève va se rendre compte, va dire, tiens, c'est comme ce que je fais quand j'arrive dans la maison de mes grands-parents, dans la maison d'un nouveau copain, par exemple, que je ne connais pas. Enfin, c'est ce type de rapprochement-là qui est fait. Il y a tout un module où, à nouveau en 3D, en fait, l'élève est amené à se repérer dans l'obscurité, en fait. Parce que là aussi, évidemment, comme l'humain se repère
naturellement, de manière innée à travers les repères saillants, visuels, bah, quand ils ne voient pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a développé une situation de semi-obscurité, de quasi-obscurité même, un peu comme un jeu de Colin-Maillard. Et effectivement, on comprend qu'à ce moment-là, on va se fier à d'autres éléments que ce qui est purement visuel, une forme de mémorisation de l'espace qui entre en jeu pour pouvoir se repérer. Et ça, c'est des choses qui vont trouver leur équivalent dans la vie ensuite. Réel, quand la lumière est éteinte quelque part, qu'on ne la trouve pas, on va finalement se construire se reconstruire cette représentation de l'espace et avancer en faisant attention à d'autres choses. Donc, encore une fois, je crois que l'élève qui se rend compte à travers ces modules de ça et de la valeur, au fond, de ça, c'est bénéfique et c'est vertueux. Donc, ce va-et-vient est vertueux. On pourrait imaginer qu'un indicateur de succès serait l'élève qui finirait par dire à ses parents, pourquoi tu mets le GPS? Il faut pouvoir se repérer autrement. Je ne sais pas. Je pense que pour les petits, c'est un peu tôt, mais en tout cas, voilà, il y a ce va-et-vient qui est, je crois, vraiment poussé par les modules, l'itération des exercices aussi, encore une fois, qui n'intervient que quand il y a besoin pour l'élève, mais il y a quand même quelque chose qui passe à travers ça. Et puis, encore une fois, le système de feedback, je ne l'ai pas montré là, mais dans le module 2, où il s'agit justement d'aller planifier son chemin dans cet univers 3D, on a développé un système de feedback où l'élève voit le trajet qu'il a parcouru. Et du coup, s'il est allé droit ou pas, et c'est là que de temps en temps, des figures se dessinent déjà. Il y a des trajets qui ont été demandés à l'élève, sont capables justement, quelquefois déjà, d'aller dessiner des triangles, puisqu'on demande dans une des activités à l'élève d'aller et puis de revenir. Et effectivement, au retour, on ne repasse pas par le même chemin qu'elle allait en général, on peut le remarquer les uns les autres dans la vie, parce qu'on n'a pas les mêmes repères visuels. Et finalement, ce qu'on dessine, quelquefois, c'est bien un triangle déjà. Voilà. Et c'est ce constat-là que l'élève peut faire. Les mots de la géométrie ne sont pas utilisés, mais le professeur ensuite, quand il va les utiliser, quand il va expliquer ce que c'est que ces figures, avec les définitions finalement, eh bien, le principe, c'est que l'élève va comprendre fondamentalement de quoi il est question, puisqu'il aura vu finalement que voilà, se déplacer dans l'espace, c'est déjà construire des figures. La géométrie, c'est la mesure de la Terre. Donc, en fait, au départ, c'est bien ça qui est en jeu. Il y a 2 questions, je vois pour nous. Donc, je les lis. Vos situations sont proches du jeu en ligne de Minecraft. Quel intérêt d'utiliser vos propres modules? Oui, alors c'est une bonne question parce qu'en fait, Kidscode, donc, qui est un des gameplays qui est dans Évidence B, a été développé justement à partir d'une souche open source de Minecraft. Donc effectivement, on a utilisé voilà, cet espace pour d'autres modules. Et là, c'est vraiment parce que ça permet effectivement d'offrir à l'élève un espace, d'abord pour nous, qui est vraiment démultipliable à l'envie. On a pu construire exactement des espaces containers avec justement des portes, avec des couloirs, etc. pour permettre à l'élève de s'ouvrir. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, il y a peut-être d'autres éléments que j'ai. Non, c'était ça. Mais il y a aussi le guidage, le consigne, l'accompagnement. Dans MindTest, l'élève est libre. Oui, tout à fait. Il y a quand même des objectifs pédagogiques qui sont bien calés avec les auteurs et les chercheurs. Donc, c'est un vecteur, mais l'élève est guidé vers son objectif. Et l'enseignant a un feedback aussi du travail de l'élève. Oui, exactement. Et là, ce sont des vidéos, de toute façon, de cet univers. C'est pas l'élève qui, lui, le construit lui-même. Il y aurait des problèmes de lourdeur, en fait. Voilà, l'élève peut travailler hors ligne. Alors, il y a une autre question. Est-ce qu'on peut intégrer la technologie dans l'apprentissage et le savoir skill des outils? Je n'ai pas entendu. Tu peux répéter, Gilles, s'il te plaît? Oui. Est-ce qu'on peut intégrer la technologie dans l'apprentissage et le savoir skill des outils? Savoir des outils. Je ne suis pas sûre de bien lire la question. Je pense que ça a été coupé. Sinon, est-ce que la personne peut reposer sa question dans le chat?
Elle est hors ligne, elle a dû avoir un problème de connexion. D'accord. Oui, parce que... En tout cas, il n'y a pas besoin d'être un savant technologique pour utiliser les modules. Je ne sais pas quelle était la technologie. Il y a aussi un des modules qui utilise une variante un petit peu de Scratch pour aller, c'est le module 3, où il s'agit pour l'élève pas seulement de planifier un chemin, mais de pouvoir le verbaliser. Et donc, le premier état de cette verbalisation, ce sont les signes, les signaux en fait de programmation en fait. Donc, il y a quelque chose ici qui est proche de la programmation, programmer son chemin, c'est-à-dire finalement, elle est amenée à promener Léonie dans un labyrinthe et à programmer le chemin, c'est-à-dire il est obligé de se figurer quel chemin elle va prendre, quelles cases elle va franchir, et du coup de les traduire, ces cases, en signes. Alors d'abord, c'est fait avec des signes de programmation, encore une fois inspirés de Scratch, et puis dans la dernière activité, ce sont des éléments verbaux qui sont plus compliqués à manipuler. Voilà, donc là, ça entre bien dans cet apprentissage. Il y a un lien évidemment très fort entre l'algorithme ici et puis l'espace. Peut-être aussi, ça se réfère à l'idée de l'apprentissage dans les petites classes, de la manipulation aussi de l'ordinateur, de la souris, du clavier, etc. Donc, effectivement, les retours que nous avons des professeurs qui utilisent les modules dès le CE1, et effectivement, ceux qui travaillent sur tablette, c'est plutôt fluide. Ceux qui travaillent sur ordinateur, où les élèves sont moins à l'aise avec le clavier et la souris, il y a un petit temps d'adaptation de la part des élèves, mais généralement, les retours sont positifs et les élèves, ils réclament, ils adorent travailler sur des modules, me dit-on. Et d'autant qu'effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, notamment dans les moments où il faut placer les petits personnages, etc., il y a quand même une zone de tolérance qui a été calculée pour que précisément l'imprécision et puis peut-être ces petites maladresses finalement de l'élève ne soient pas liées au geste, ne soient pas pénalisées, que ce soit bien la compétence qui soit évaluée et pas l'habilité de l'élève à manipuler ou pas la souris, etc. Donc il y a quelque chose qui est évidemment à quoi on a été attentif. Il y a encore 2 questions. Gilles. Ok. Ah, je déroule, pardon, je n'avais pas vu. Avez-vous envisagé d'intégrer la classe de CP? Donc ça, c'est peut-être une question pour Bordas. Vous avez présenté le niveau CE1, il y a l'équivalent de CE2, oui. Et est-ce que les modules pour le CE2 sont-ils fondamentalement différents? Les thématiques sont plus ou moins identiques, voire similaires. Il y a des complexités qui sont intégrées pour le CE2, puis qui vont aussi avec les attendus du programme où on va sortir vers la ville et s'orienter dans d'autres espaces qui sont plus en ligne avec les attendus de CE2. Mais les grands thèmes, liés à l'espace, les objectifs, merci, sont sensiblement les mêmes. Volontairement, on a un certain pourcentage, une certaine proportion des exercices qui sont identiques au CE1, strictement, qui est une petite proportion évidemment, et une série de, même si les grands objectifs sont bien sûr les mêmes, dans la difficulté, comme expliquait Gilles, des activités et de jusqu'où on va pousser l'élève, il y a une partie qui est reprise du C1 pour que justement les élèves de CE2 qui ne maîtrisent pas encore puissent justement renforcer ces éléments-là et on avance aussi bien dans un certain nombre de thématiques que dans un certain nombre de compétences. Donc volontairement, dès qu'il y a de la personnalisation, il faut qu'il y ait des ponts, et enfin plus que des ponts, des zones d'intersection entre les différents niveaux de classe, parce qu'il y a un élève de CE2 qui ne maîtrise pas bien finalement une notion, il faut qu'il puisse rattraper. C'est vraiment se découvre au fil du temps.
tout ce qui relève des sciences cognitives, c'est que bon, le cerveau de l'humain, on sait bien on n'est pas fini en fait, et on a cette capacité à avancer, à rattraper des choses. Et du coup, c'est la raison pour laquelle bon, plus c'est fait tôt, mieux c'est, d'une certaine manière, parce que ça permet d'aller asseoir les compétences ultérieures, notamment quand elles sont conceptuelles sur des bases solides. Mais effectivement, c'est bien une des promesses des algorithmes de personnalisation que de permettre à des élèves qui ont des gaps, comme on dit, à combler, de pouvoir le faire et de pouvoir rattraper en quelque sorte les choses. Donc, c'est pourquoi il y a bien ces points communs. Mais ça va plus loin. On le fait aussi, et le CP, si on le développe, le principe sera bien sûr. Oui, et puis pour le CP, dans les classes testeuses, il y a des classes à double niveau, donc CP, CE1, qui utilisent les modules, même s'ils ne suivent pas, enfin, c'est pas le cahier en CE1, mais ils ont effectivement raconté, les professeurs, que les élèves de CP, ils se débrouillent avec. Mais l'expérimentation a été faite sur la fin de l'année, donc on peut imaginer qu'ils s'en vont vers aussi le CE1, mais les élèves en CP arrivent à manipuler et à travailler avec les modules. C'est vrai qu'on n'a pas souhaité dès le début développer aussi le niveau CP parce que on sait que les enseignants du CP ont fort à faire avec la lecture, qui est quand même le gros morceau de l'année de CP, et puis en mathématiques, une concentration plus accentuée sur la numération. Pour bien mettre en place le système décimal. Donc, on a d'abord souhaité développer le niveau CE1, CE2 et faire effectivement tous ces tests grandeur nature et voir ensuite si on développera le niveau CP. Et pour l'instant, on est très satisfait des retours qu'on a, donc ça va peut-être nous inciter à le faire. Je crois qu'on ne m'envoie plus de questions. Non, c'est bon. C'est bon. Bon, bah, très bien. Il nous reste à remercier tous les participants d'avoir écouté cette conférence. Et puis, un grand merci à Catherine et à Gilles pour vos explications vraiment très claires et très intéressantes qui viennent vraiment du fond du cœur. On sent votre implication plus. C'est vraiment super intéressant. Merci beaucoup. Et on souhaite des bonnes séances à tous les élèves des enseignants qui nous ont écoutés. Merci à tous. Merci beaucoup. Et au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.